Voilà, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon salon. On est mercredi, comme chaque mercredi, une émission consacrée à l'économie. Alors une émission qui est un peu particulière aujourd'hui, parce que c'est plus un salon, c'est le Stade de France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà l'invité. Bonjour Benoît Bost. Bonjour. Benoît Bost, vous êtes directeur régional adjoint de l'URSSAF. De l'URSSAF Limousin. Exactement. C'est ça, de l'URSSAF Limousin. Donc, et oui, il faut s'y retrouver, vous comprenez, il y a la Nouvelle-Aquitaine qui est une région, il y a le Limousin, bon, il va nous expliquer. Vous avez compris qu'on va parler, là, pour le coup, d'économie pure. On est avec l'URSSAF, on va parler de chiffres, mais d'ailleurs, quand je dis pure, c'est pas complètement vrai, parce que vous allez découvrir, comme moi je l'ai découvert il y a quelque temps, l'approche sociale de l'URSSAF. Et c'est particulièrement intéressant, notamment dans cette période. Et puis, vous ne le voyez pas, mais viens te montrer un peu. Viens te montrer. Regarde, Quentin, regardez. Voilà, regardez. Vous le voyez? Voilà, c'est mon nouvel assistant. Alors, Monsieur Bost, je ne l'embauche pas au noir. Il n'y a pas de, on ne perd pas de. Non, c'est que Quentin, il est stagiaire. T'es en quelle classe, Quentin? Regarde, parle dans le micro. En seconde. Voilà, allez, tu peux regagner ta place, Quentin. Quentin, il est en seconde et donc il vient un peu observer. Ce qu'on fait ce soir. Et puis sa maman est pas loin là-bas. Elle est sur un autre canapé, donc on est tous réunis. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, vous le savez, on va prendre le temps tranquillement de discuter. Bien évidemment, cette antenne est la vôtre, c'est là pour vous. Vous pouvez poser des questions. Mais vous connaissez la règle, ici c'est moi le patron, on est dans mon salon, donc c'est moi qui commande. Donc je vous mets en garde, attention aux questions, ça doit être des questions effectivement pour avoir des informations, des questions surtout bienveillantes, des commentaires bienveillants, sinon on ne prend pas et puis on enlève, on vous sort de la vidéo, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas être sympa. Allez, on va commencer, Benoît Bost. Bienvenue, donc je le disais, vous êtes directeur régional adjoint de l'URSSAF, on dit de l'URSSAF Limousin, mais pourtant là c'est pas la région. Ouais, on a bien l'URSSAF Limousin, c'est-à-dire que notre structure recouvre les 3 départements, Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. D'accord, donc là on est resté sur un découpage régional à l'ancienne mode. Et oui, c'est le génie administratif français où il y a plusieurs étages, plusieurs découpages, et nous sommes bien en fait sur un découpage limousin. Bon, très bien. Allez, comme dans chaque émission, on va commencer tranquillement. Donc, savoir un peu qui vous êtes, parce que c'est bien joli d'être directeur régional adjoint, très bien, l'URSSAF, etc., etc. Mais vous êtes d'abord Benoît Bost, avant tout ça. Vous arrivez d'où, Benoît? Vous êtes d'ici ou vous arrivez d'ailleurs? Alors, comme je vous le disais, j'arrive en voisin parce que j'habite vraiment juste à côté. Voilà, à côté de chez moi, très bien. Je ne suis pas à Limougeot, je suis Périgourdin. Donc, vous voyez, très bien. Voilà une bonne chose, moi aussi. C'est vraiment une qualité première, je pense. C'est essentiel. C'est-à-dire que je me suis toujours demandé comment faisaient les autres, moi. Mais bon. On se pose la question. Donc Périgourdin, et alors, comment on en arrive là au poste que vous avez? Ça, c'est pour que des jeunes comme Quentin, par exemple, comprennent qu'à un moment donné, on ne naît pas directeur, on ne naît pas employé ou salarié ou chef d'entreprise, on a un parcours. Donc vous, par exemple, en termes d'études, bon, déjà, Quentin, je te le dis, il a bossé à l'école, tu vas voir, à tous les coups. Ça s'est passé comment à l'école? Eh bien, j'ai fait Sciences Po Bordeaux, et puis des concours administratifs. Donc il y a un concours des cadres dirigeants de la sécurité sociale, ça s'appelle l'École nationale de la sécurité sociale, qui forme les dirigeants de la Sécu, donc les dirigeants de la CARSAT, de la CAF, de la CEPAM et de l'URSSAF. C'est une école qui est à Saint-Étienne. Ça c'est très bien, très bien. Donc en fait, vous avez fait votre scolarité, Sciences Po et concours. Et concours. Et après, nous avons différentes affectations et progressivement, bien. D'accord. Vous avez eu d'autres postes avant d'arriver à Limoges ou Oui, j'étais en Lot-et-Garonne et après Lot-et-Garonne, j'étais en Creuse. D'accord. Et alors, voilà, ça c'est aussi une question. S'il y a des gens, à un moment donné qui envisagent de prendre ces chemins-là, est-ce que c'est des postes ou des carrières en tout cas où il faut forcément bouger? Si on veut progresser, si on veut prendre d'autres responsabilités, ou alors est-ce que vous vous dites, tiens, je suis installé en Haute-Vienne, ça me plaît, j'habite pas loin de chez Bruno Gadras, ma vie est réussie. Donc,
Un peu les deux. On peut choisir, on doit normalement choisir d'avoir de bouger. C'est vrai que le déplacement, ça il y a quand même un accélérateur de carrière, mais on peut aussi rester plusieurs années sur le même poste et aussi ainsi de tisser en fait un lien fort avec le réseau économique local avec lequel on est. Ça présente les deux aspects présentent des avantages et des inconvénients. Mais si on choisit en fait cette voie-là, c'est pas trop du fait de la mobilité. Je crois que c'est quand même une belle mission que de servir à la protection sociale. C'est quand même quelque chose qu'on nous envie bien sûr. Dans le monde entier. On peut nous envier la Dordogne, j'en suis persuadé. C'est vrai. On doit nous envier avant tout la protection sociale. Le fait qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous peut être soigné, le fait que nous ayons de couvrir au mieux les besoins des familles, le fait de pouvoir, bien sûr, venir verser les retraites, les pensions. Tout ça, c'est un coût. Bien sûr. Et pour le financer, on a besoin de l'URSSAF pour contribuer au financement de toute la protection sociale. Voilà, vous l'avez compris, hein, il est pressé de parler de l'URSSAF, mais ça fait rien, on va prendre le temps. Vous allez voir, on va prendre le temps quand même. On va y arriver, mais on va prendre le temps quand même. J'en profite pour saluer Frédéric. Frédéric, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Et Walter, mon ami Walter, écoute, je pense bien à toi. J'espère que tu vas bien, que toute la famille va bien. Merci d'être parmi nous. Merci aussi, vous le savez, de nous faire un retour sur le son. Parce que c'est plus intéressant si on a le son. Alors on va rentrer dans le vif du sujet de l'URSSAF. Moi j'avais juste une question perso. C'est si c'était pas l'URSSAF, qu'est-ce que vous auriez aimé faire dans l'absolu? Ou si vous pouviez recommencer une autre vie demain, est-ce qu'il y a un truc qui vous dit tiens moi ça je voudrais le faire? Quentin lui il voudrait être cinéaste ou je sais pas quoi. Vous qu'est-ce que ce serait? Ce qui m'a motivé à faire ça, c'est être utile. C'est avoir un rôle de l'utilité sociale. Et après, sur un simple hobby, en fait, ou quelque chose qui me plairait, j'aime beaucoup m'occuper des bois. C'est-à-dire que j'aime la forêt, la sylviculture, la plantation. Ce sont des choses qui me plaisent beaucoup. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Bon, on n'en manque pas là. Hein. On n'en manque pas. On n'en manque pas. Il y a des experts formidables en Corrèze. Exactement. Bon, allez, fini la vie de bûcheron. On va passer à l'URSSAF. Walter, tu me dis pas si on entend bien. Le son est très bas, Walter. Alors attends, je vais tester ça. On va tester ça. Le son est très bas. Est-ce qu'il est très bas chez les deux? C'est un peu compliqué le réglage du son. Tiens, on va faire ça. Voilà. Je pense que ça doit être mieux. Très bien. Allez, on continue. Merci de me faire un retour. Donc, les missions de l'URSSAF, concrètement, de façon synthétique, on rentrera dans le détail. Qu'est-ce que c'est l'URSSAF aujourd'hui? À quoi ça sert? On sert à financer la sécurité sociale. En clair, tous les jours, à chaque échéance, les entreprises, les employeurs versent des cotisations. Donc les cotisations patronales, mais aussi les salariés, parce que les salariés payent aussi des cotisations salariales qui sont déduites de votre salaire brut. Et ces sommes-là, on les collecte tous les jours et on les reverse aussi quotidiennement à la Banque de la Sécurité sociale, si vous voulez, ça s'appelle l'ACOS, l'Agence centrale, et qui les reverse quelques heures plus tard sur les comptes de la Caisse primaire, de la CAF, ou de la CARSAT. Pour vous le dire très simplement, la grosse différence de la protection sociale avec l'État, c'est que l'État, il y a un budget. Oui. La sécurité sociale, c'est un compte courant. D'accord. C'est-à-dire que chaque jour, chaque caisse prestataire nous annonce quels sont leurs besoins. D'accord. Et chaque jour, les URSSAF nous disons combien nous estimons que nous allons collecter. Et cette remontée se fait 2 fois le matin, dans la matinée, 2 fois le matin, on alimente les comptes tous les jours. D'accord. Voilà. Notre spécificité, c'est que nous n'avons pas le droit d'être à découvert. Voilà, c'est une spécificité, c'est un compte courant qui est spécifique. Et donc tous les jours, notre caisse centrale, l'agence centrale,
doit emprunter pour pouvoir équilibrer ce qui est collecté d'un côté de ce qui est versé de l'autre. Déjà, ça, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est compliqué. Moi, ce que je retiens, c'est que, donc, en fait, vous collectez les cotisations des entreprises pour qu'on ait toute cette couverture Absolument, sociale. absolument. Ça concerne toutes les professions, tous les corps de métier, où il y a des choses qui sont... Parce qu'en France, on a un peu tendance, des fois, à saucissonner. Hein. Est-ce que c'est aussi le cas, là, ou pas? Alors, petit à petit, nous sommes en train de devenir le recouvreur social unique. C'est-à-dire que tout le prélèvement social, petit à petit, est pris en charge par le réseau des URSSAF. D'accord. Donc les employeurs, bien sûr, les gens de maison, comme le chèque emploi service universel, la PAGE pour la prestation adulte jeune employé, mais aussi, bon, depuis récemment, une réforme importante où nous avons intégré les missions du régime social des indépendants. C'est-à-dire que antérieurement, les cotisations des travailleurs indépendants s'effectuaient auprès du RSI. Et aujourd'hui, donc depuis 2 ans, mais elle s'effectue en totalité auprès de l'URSSAF. Donc vous voyez, petit à petit, on a une concentration du prélèvement social sur les URSSAF. Et c'est quelque chose qui va encore s'amplifier parce que nous allons assurer le recouvrement des cotisations, notamment pour la retraite complémentaire. D'accord. Donc la GIR-CARCO. En clair, pour donner l'émission de l'URSSAF, chacun voit sa feuille de paye. La feuille de paye, on voit bien la différence entre le brut. On regarde en bas. On regarde qu'en bas. Quentin, on regarde en bas parce que si tu regardes en haut, mon pauvre ami. Eh bien, toutes ces lignes-là, voilà, ce sont nos cotisations patronales ou cotisations salariales. Et ces cotisations, elles ont toute vocation, à moyen terme, à être recouvrées par le réseau des URSSAF. Alors, c'est vrai, je le dis à chaque émission, hein, l'émission elle est préparée, je demande aux uns et aux autres ce dont ils voudraient parler. Ça a été le cas avec Benoît Bost aujourd'hui. Il y a aussi cette évolution concernant les artistes, auteurs, diffuseurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Moi, au début, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais est-ce que ça représente quelque chose d'aussi important que ça ? Ou c'est moi qui me fais une mauvaise idée ? Quel est l'enjeu de ça ? Alors, c'est un enjeu, d'abord... c'est un enjeu très, 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 très important, même premier en fait pour l'URSSAF du Limousin. Pour vous en refaire la genèse, le Limousin a plutôt et la Haute-Vienne, et après je donnerai plutôt des chiffres que sur la Haute-Vienne, a plutôt en fait un territoire pour lequel l'activité est plutôt atone. Nous n'avons pas la croissance que d'autres régions. Et donc, fort de ce constat, mes directeurs, et tout particulièrement le directeur régional actuel, Jean-Yves Offray, ont œuvré pour que nous ayons une mission complémentaire. D'accord. Et cette mission nous a été octroyée par la loi. Et donc, nous avons aujourd'hui la responsabilité du recouvrement des cotisations sociales pour les diffuseurs et pour les artistes-auteurs. D'accord. Mais ça, c'est uniquement en Limousin ? C'est uniquement en Limousin pour la France entière. D'accord. Donc tous les diffuseurs. Ah oui, donc vous êtes le centre qui récupère toutes les cotisations pour la France entière. On est l'interlocuteur unique pour les diffuseurs et les artistes-auteurs. Ce sont des cotisations qui sont acquittées à partir d'une assiette, ça aussi c'est un peu technique, mais de base de cotisation particulière, qui est le droit d'auteur. D'accord, oui. Ça, c'est vrai que c'est particulier. Il faut connaître un petit peu. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ça. Maintenant, si vous avez des questions, faut pas hésiter à le faire. Aujourd'hui, l'URSSAF du Limousin, pour qu'on se rende bien compte, c'est combien de salariés ? Vous avez combien de collaborateurs sur le territoire ? Et en fait, oui, nous donner quelques chiffres, mais pour qu'on ait plutôt une idée, je ne sais pas, du nombre d'entreprises, de ce que vous collectez. On n'est pas au centime, quoi, mais c'est juste pour qu'on puisse se faire une représentation. Donc l'URSSAF du Limousin, c'est 3 sites. Il y a un site à Guéret, un site à Tulle et un site à Limoges. Il y a un peu plus de 220 collaborateurs. Et nous recouvrons, on est la plus petite URSSAF de France métropolitaine. D'accord. Malgré tout, on recouvre 2,3 milliards, 2,4 milliards par an. Donc, vous voyez, ce sont tout de suite des sommes extrêmement importantes. Tant, en fait, la protection sociale, elle est utile, mais elle a aussi un coût. Ah, mais c'est elle a un coût important. Ah, ça c'est des choses qu'il faut
faut pas hésiter à dire, parce que vous faites bien de le dire, la protection sociale a un coût. Et le paradoxe de notre protection sociale, c'est que justement, on ne le voit pas vraiment, puisque bien souvent, les choses sont payées, remboursées, etc. Et on ne se rend pas bien compte, en fait, du coût des choses. Et de la protection sociale notamment. Il y a une vraie difficulté d'apprécier en fait le coût en fait de cette dépense. Prenons un exemple, on a tous été, et c'est tant mieux, on a tous été faire ces tests PCR, c'est clair. On a tous fait cette file, et puis malgré tout, il faut bien rémunérer celui qui a fait le prélèvement, le biologiste, les produits, etc. Tout ça est normal. Bien sûr. Mais évidemment, pour la collectivité, c'est transparent. C'est transparent, mais pour la collectivité, c'est un coût. Pour les comptes publics, c'est loin de l'être. Eh oui. Eh oui. Tu vois, quand tu savais pas que tu apprendrais toutes ces choses. Là, mais c'est pour ça qu'il faut faire des stages. Écoutez, faites des stages. On va pas le... oui, Frédéric Morette qui nous dit c'est une mission déléguée. Effectivement. Une mission déléguée. C'est comme ça qu'elle le voit. Le fait qu'on soit collecteur de cotisations. Oui, je pense. En fait, on est un service public. Donc, alors, on n'est pas fonctionnaire. On a une convention collective, on a un conseil d'administration. Voilà, on dépend de notre conseil d'administration. Et c'est un service public qui a par délégation donc, ça, une mission de service public. Voilà. C'est ce que je pense qu'elle voulait dire. Frédéric, voilà, vous nous direz si c'est ce que vous vouliez nous dire. Alors, l'URSSAF, moi j'ai découvert l'URSSAF il y a peu, finalement. Je savais comment ça fonctionnait, mais alors déjà, je ne savais même pas que ce n'était pas un service public. C'est un service public. Oui, c'est un service public, mais c'est pas de droit public. Voilà, c'est pas une administration. Effectivement. Pour tout le monde, je pense pour la majorité, effectivement, l'URSSAF, c'est je paye mes charges, et puis voilà. Et puis j'ai intérêt à les payer. C'est taillé à la hache, mais c'est comme ça. Ceci dit, si vous êtes là aussi, c'est parce que moi, j'ai eu l'occasion de découvrir une autre facette de l'URSSAF pendant la crise Covid. Et donc, je voudrais qu'on en discute un petit peu et nous expliquer déjà, peut-être commencer par le début. Très rapidement, je pense qu'on a su qu'il y allait avoir un cataclysme économique. Et là, qu'est-ce qui se passe au sein de l'URSSAF, c'est-à-dire au sein d'une structure qui fait son travail, à savoir qui recouvre tous les jours des cotisations, en sachant qu'on dit les entreprises vous fermez, les magasins vous fermez, etc., etc. Quelle a été la première approche de l'URSSAF en général, l'URSSAF Limousin? Comment vous vous êtes mis en ordre de marche? Quelles ont été les consignes, éventuellement l'analyse que vous en avez faite? Alors, effectivement, l'annonce du premier confinement a été un bouleversement sans précédent. Et toute l'année 2020 d'ailleurs, même ce début 2021. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais on doit dire que le recul de l'activité au point de vue national en 2020 est le plus fort depuis un siècle en temps de paix. Ouais. C'est-à-dire qu'à part la guerre, nous n'avions jamais eu un recul d'activité aussi fort. Donc on a eu, sur le plan économique, ce qui s'est passé en 2020 et ce qui a continué sur ce premier trimestre 2021 est sans précédent. Le choix qui a été fait pour les URSSAF, elle a été de proposer, d'abord de suspendre le recouvrement forcé, obligatoire, voilà, et puis de proposer spontanément le report de cotisation. C'est-à-dire que l'on a dit, si vous ne pouvez pas payer, eh bien ne payez pas. Et ça, on ne l'avait jamais fait. Ça, on ne l'avait jamais fait. C'est-à-dire proposer le report automatique de cotisation. Alors bien sûr, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que la Sécu, elle a besoin de sa trésorerie. Bien sûr. Donc en parallèle, et dès les premiers jours de mars, on a appelé ce qu'on appelle les très gros cotisants. Donc les très grandes entreprises qui maillent le territoire. Et celles-ci, on leur a demandé si elles pouvaient payer. Et je dois dire que, je pense que ça doit se savoir, enfin peut-être fortement, c'est que les grandes entreprises, qu'on critique souvent, elles ont fait preuve de démarche citoyenne et elles se sont acquittées de leurs cotisations et ça a permis de continuer
en fait, que nous puissions verser des prestations. D'accord. Oui, parce que j'imagine que les très grosses entreprises, alors ça ne diminue en rien hein, leur réaction et leur positionnement citoyen. Les très grosses entreprises représentent, même s'il y en a moins, sans doute la part la plus importante des cotisations et donc proportionnellement, hein, c'est ça. Donc ça déjà c'est une bonne information. C'est important à plus d'un titre, déjà par je dirais ce positionnement solidaire, c'est important. Et puis chose qui est importante et qu'il faut répéter aussi, c'est que les entreprises, beaucoup d'entreprises ont une véritable responsabilité citoyenne hein, et le jouent. Hein. Il faut le dire, c'est que ce sont d'abord les entreprises qui financent la protection sociale. C'est d'abord en fait l'activité qui finance la protection sociale. Bien sûr. Donc, un report. Alors, les grosses entreprises, les plus gros cotisants, je dirais, ont répondu comme elles pouvaient le répondre, hein, ça c'est bien. Ce qui est intéressant aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait un peu du porte-à-porte, est-ce que vous êtes allé plus loin dans l'individualisation de la relation aux cotisants? Alors, on dit ça des cotisants, non? On dit ça des cotisants. Ah ouais, je suis bon pour, tu vois Quentin, je suis bon pour l'URSSAF. Alors on a fait quelque chose de très nouveau pour nous aussi, pour le mars, avril et mai, pour les reports. C'est qu'on a fait très simple. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau pour nous. Ouais. Donc en fait, de faire simple. De faire très simple. C'est-à-dire que le report soit immédiat, soit sans aucun formalisme, qu'il soit sans majoration de retard. Voilà, toutes ces questions-là, on l'a rendu très simple. J'imagine qu'il y a des... alors, pour travailler un peu hein, dans des structures très informatisées, il y a un certain nombre de choses qui sont automatisées en temps courant. Est-ce qu'il a fallu reformater un peu les process, les outils métiers hein? Quasiment tout, oui. Et ouais. Tout est très rapidement. Et d'autant plus, et on en parlera tout à l'heure, sur la partie relance, en fait, sur la partie accompagnement et préparation en fait, à la reprise d'activité, la période dans laquelle on est aujourd'hui. Là, effectivement, il y a eu des gros changements informatiques. Alors, là aussi, donc le report, très bien. Ce qu'il faut dire aux gens, je pense, c'est que ça a été le cas de l'URSSAF, ça a été le cas de la CPAM, ça a été le cas d'autres structures. En fait, je pense qu'on a un peu oublié, mais tout est allé extrêmement vite. Et non seulement la façon de travailler et de se positionner a été différente d'un seul coup, mais très efficace. Très efficace, c'est-à-dire que les choses sont arrivées très vite, les changements ont eu lieu extrêmement vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés de l'URSSAF ont été particulièrement réactifs, ont été particulièrement concernés. Les salariés de l'URSSAF ont été extrêmement mobilisés, réactifs et volontaires dans une période très, très compliquée, leur cadre également pour maintenir cela. Et nous bénéficions de moyens techniques, notamment informatiques, importants, ce qui nous a permis qu'en 3 jours, nous avons pu redéployer la quasi-totalité de nos équipes, de moyens de production en télétravail. Donc là, on avait eu une petite semaine pour se préparer un petit peu avant les annonces du confinement. Et en quelques jours, on a réussi à redéployer la majorité. On fait partie des services publics qui sont dits comme indispensables à la continuité de la vie de la nation. On n'est pas des hôpitaux. Oui, mais bon. Faire entrer l'argent, ça compte. C'est clair, voilà. c'est clair. Le report, ça veut dire qu'au début, quand vous dites, voilà, on vous propose... Oui, Frédéric, toutes les branches de la sécurité sociale se sont adaptées très vite et ont été très réactives, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire le point là-dessus. Il va falloir faire le point là-dessus, parce que quand on va sortir de crise, il va falloir faire un peu les comptes, et je pense qu'il ne va pas falloir oublier beaucoup de gens. Voilà, c'est important aussi à dire, parce que c'est une émission, entre guillemets, d'économie, et l'économie, elle ne peut pas continuer si, à un moment donné, ça boite en quelque part. Hein. Donc, il faut bien être conscient de ça. Quand on dit, ben voilà, report des cotisations, ça veut dire aussi, c'est très bien, mais on connaît le début, mais on ne connaît pas la fin. Comment vous êtes projeté là-dessus? Très difficilement. Là, c'était très difficile d'évaluer, en fait, les impacts en matière de trésorerie. Et
ce souci en fait qu'on avait à une petite échelle en Limousin, on l'a eu aussi nationalement. C'est-à-dire que on s'est demandé à un moment si nous pourrions, si la France allait facilement pouvoir continuer à lever des fonds, et ou si l'appareil productif allait totalement s'effondrer. Bon, il y a eu en fait trois grands types de mesures qui ont été mis en place. Là, on est donc sur mars, avril, mai 2020. D'une part, les prêts garantis par l'État, avec une grande réactivité des banques pour le distribuer, très fortement. D'autre part, un dispositif massif de chômage partiel. Et là, on parle de la mobilisation des acteurs, mais il faut souligner la mobilisation des équipes de la direction du travail, Ouais. et aussi de l'ASP. L'ASP est à Limoges et a pu verser dans des conditions exceptionnelles de rapidité l'ensemble du chômage partiel France entière. En termes de transformation informatique, là, ils ont fait des miracles. Ouais. Donc là, cette idée du chômage partiel, c'est une idée qui est inspirée de ce qu'avaient fait les Allemands pendant la crise de 2008. Vous le savez mieux que moi, Bruno, c'est que c'est difficile de recruter. Ah oui, c'est difficile. Donc quand on a quelqu'un, il vaut mieux le garder. Il vaut mieux le garder. Ouais, c'est clair. Il vaut mieux le garder plutôt que de faire porter à la collectivité par du chômage pur sa rupture. Et donc l'idée était quand même de le garder, le chômage partiel. Donc, et la mise en place aussi du fonds de solidarité. Donc le versement, aussi ils ont changé de métier très rapidement. Les services fiscaux ont versé des sommes forfaitaires, d'abord de 1 500 €, puis après on connaît toute la variété avec, du fonds de solidarité. palette, ouais. Mais donc c'est ces trois grosses mesures, plus les reports et les exonérations de charges, qui ont permis de maintenir l'appareil productif sur le premier semestre 2020. Alors c'est vrai, on va le dire une dernière fois, mais c'est vrai que suivant là où on est, on se dit, bon, quand on est du côté des entreprises, on se dit, il a fallu arrêter, je pense aux restaurateurs, je pense aux magasins, etc. De notre côté, ça a été exactement l'inverse. Tout ce qui est service public, il a fallu au contraire, je dirais, pas accélérer, mais s'adapter, se repositionner. Effectivement, il y a tous les salariés qui ont dû faire un certain nombre d'efforts, mais tous les managers aussi ont dû faire des efforts parce que il a fallu continuer le travail en télétravail. C'est pas évident à faire. La technique, c'est un truc de fou. Il a fallu, les tuyaux sont restés les mêmes, donc pour que toute l'information passe. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est important. Et je pense effectivement, il faudra le dire et le redire, mais les services publics ont été essentiels pendant cette période. Fondamental même. Je pense que ça alors, pas minimiser la place de tous les entrepreneurs qui ont aussi pensé, réfléchi sur les appareils de production, comment repartir dans l'industrie, comment retrouver du service. Toutes ces questions-là sont... Voilà, je veux dire, cette période a été un petit peu particulière. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est fortement mobilisé, techniquement, humainement d'abord, parce que c'est d'abord l'humain, en fait. C'est d'abord la capacité de nos gestionnaires de s'adapter, d'être volontaires sur cette démarche-là. Et puis, il a fallu se transformer. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est que, par exemple, notre corps de contrôle, les inspecteurs. Alors, les inspecteurs, voilà, quand l'inspecteur URSSAF vous appelle, c'est rarement... Oui, c'est pas pour vous souhaiter la bonne année. C'est rare. Pas souvent. Et donc, pendant le premier confinement, et même le second, on les a invités justement à contacter les entreprises qu'on avait ciblées comme pouvant présenter des difficultés ou une mauvaise compréhension de la multitude de dispositifs réglementaires qui étaient en place. Donc ils ont été formés, on les a mis en place, et eux-mêmes ils ont accepté de changer de métier pendant quelques mois, de passer complètement d'un rôle un peu de censeur, d'inspecteur, à un rôle de conseil, d'appui, voilà. Et justement, comment ça a été perçu, ça, par les entreprises ? Ça a été une surprise. Un peu. Une surprise. Donc, il a fallu s'y habituer. Oui. Mais même pour les inspecteurs, j'imagine, parce que c'est un changement de posture. C'est pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on embauche que les gens méchants pour être inspecteur. C'est pas ça. Mais on est tous pareils. On se rassure dans nos champs de compétences. Et puis voilà. Là, c'est un peu différent. Est-ce qu'il y a eu plus de contact avec les entreprises, là, avec les chefs d'entreprise, parce que honnêtement, alors vous avez différents corps de métier, mais on est quand même sur quelque chose de très automatisé, de très
voilà, il y a des process, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain, c'est pas ça que je veux dire. Mais là, est-ce qu'il y avait vraiment pas c'était nécessaire qu'il y ait un contact à un moment donné? Il était nécessaire de pouvoir joindre et surtout aussi de travailler en partenariat. Donc le partenariat a été très fort parce que des cellules d'alerte et de crise ont été mises en place dans les chambres consulaires, tout particulièrement à la CCI de Limoges. Sous l'égide aussi des préfets, il y a eu des mobilisations fortes et des points réguliers. Et donc voilà, les téléphones portables ont régulièrement sonné. Et je crois je crois que collectivement, on a réussi en fait à franchir cette étape-là. Ah, ça c'est vrai, et c'est intéressant que vous le disiez parce que en fait, il y a ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes là, c'est que tous les gens que j'ai eus ici, j'ai eu donc la CPAM, j'ai eu les CCI, enfin bon, différents, et m'ont tous dit, donc ils m'ont parlé de vous, hein, de l'URSSAF, des services de l'URSSAF, et j'ai vraiment senti que pour une fois, alors ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas d'autres fois, mais là, tout le monde avait fonctionné ensemble dans un même objectif et au service du public. Il n'y avait pas trop de chapelle pour le coup. Absolument. Hein? C'est totalement vrai. Voilà. Et ça vraiment, alors, bon, il faut qu'il y ait des situations comme ça, mais pour le coup, alors ça ne veut pas dire que c'est la guerre hein, le reste du temps, mais il y a des choses qui sont moins évidentes. Là, effectivement, la situation a imposé, et je pense aussi, franchement, qu'il y a un côté humain. On a humanisé peut-être une partie du service public pour se dire, allez, on va un peu plus loin ensemble. Il me semble, moi c'est l'analyse que j'en fais. Et responsabiliser aussi, parce que n'oublions pas que la situation économique a été terrible. Oui. Arrêter l'appareil productif, ça n'est jamais arrivé. Alors, vous disiez, il y a eu le report. Est-ce qu'on est allé jusqu'à certaines exonérations? Alors oui, alors il y a des mécanismes d'exonération. Alors je peux rentrer dans les détails, mais là on est déjà un peu plus dans la complexité, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui ont été classés comme étant prioritaires et donc qui devaient bénéficier d'exonération et d'aide au paiement. Et puis il y a des secteurs qui sont rattachés. Alors ces secteurs-là, dits prioritaires, sont la culture, le sport, l'hôtellerie, café, restauration, l'événementiel, voilà, qui ont été des secteurs récents. Et des secteurs qui sont dépendants de ces secteurs et qui connaissaient une baisse d'activité conséquente. Donc pour ces dispositifs-là, il a été mis en place des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement. Alors pour le département de la Haute-Vienne, ça a été sur 2020 à peu près 14 millions d'euros. Voilà. Sur des dispositifs, de mise en place. Ça a été compliqué pour les experts comptables parce qu'il faut faire la déclaration. Ouais. Ah oui. Donc ils ont dû s'adapter, faire des mouvements, modifier en fait les bulletins. Vous allez me dire 14 millions d'euros, c'est pas forcément beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais il faut bien voir qu'il y a une mesure d'exonération qui est très forte, c'est le chômage partiel. Parce que quand il y a chômage partiel, il n'y a pas de cotisation sociale. Il y a beaucoup moins de cotisations. Oui. Et pourtant, il y a un maintien du droit. Ça veut dire que la personne qui était au chômage partiel valide quand même les trimestres de retraite. D'accord. Donc là, il faut que la solidarité nationale fonctionne pour pouvoir valider les trimestres. Il y a aussi il y a eu l'accompagnement des travailleurs indépendants. C'était un peu compliqué pour eux. Ça a été très compliqué. Et c'est encore très compliqué pour les travailleurs indépendants. Alors là, nous avons mis en place deux dispositifs. D'abord, on a suspendu les prélèvements. Donc ça permettait de... Donc c'est suspendu. Suspendu, c'est-à-dire ne payer ce premier trimestre. Pas tout de suite. On ne paye pas tout de suite. On ne paye pas tout de suite. On a divisé par 2 l'appel. C'est-à-dire la personne qui devait 1000, on ne lui a exigé que 500 par mois. D'accord. On l'a appelé à hauteur de 500. Et donc ça a été les mesures qui ont été prises sur le début 2020. Là, c'est pareil, c'était pour donner une bouffée d'air en trésorerie aux artisans, commerçants, auto-entrepreneurs. Et puis on a fait une mesure nouvelle qui est très nouvelle pour nous, c'est que on a mis en place un dispositif d'action sociale.
Et oui, parce qu'on a trouvé, on a eu des dotations, bien sûr, qui ont été données par la CPSTI, mais c'est nous qui les avons mis en œuvre. C'est nouveau pour l'URSSAF, c'est très nouveau. Oui. Et donc, sur 2020, on a, pour la Haute-Vienne, à peu près accompagné 1500 artisans, commerçants, auto-entrepreneurs pour un peu plus de 1,6 million, 1,8 million d'euros. Quand vous dites accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur a donné une somme. L'URSSAF a donné de l'argent, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ça. Voilà. Hein, c'est fabuleux. Tu ne savais pas, toi. Bien sûr, Quentin, il ne savait pas. Bien sûr. Alors, on va basculer sur la reprise. Parce que il y a eu le choc, hein, entre guillemets, la gestion, l'adaptation, etc. Et puis, il va y avoir tout le reste. Vous allez nous dire comment vous l'envisagez, comment ça se... Parce que là, il y a des choses qui vont s'étaler sur le temps, j'imagine, des retentissements. Alors après, je vais être un peu taquin. Je vais être un peu... Ouais, je vais poser une petite question qui n'est pas très gentille, mais là-dedans, parce que l'être humain reste l'être humain. Il n'y a pas des gens qui profitent de tout ça, il n'y a pas des gens qui passent au travers des mailles, il n'y a pas des gens qui reçoivent des aides alors qu'ils n'ont pas le droit, il n'y a pas... Est-ce que ça reste quelque chose que l'URSSAF a en ligne de mire en disant, de toute façon, nous, on continue de faire notre taf et à un moment donné, on fera les comptes? Ou est-ce que ces pertes et profits, parce que ça existe aussi, hein, la gestion en termes de pertes et profits dans certains domaines? Alors tout ça, c'est de l'argent public. Ce sont des sommes extrêmement importantes. Ce qui veut dire qu'à un moment, on demandera des comptes. Ce moment-là, du contrôle des mesures d'exonération et des mesures d'aide au paiement, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore venu. Bien sûr. Parce que les entreprises sont dans une phase, on espère, de reprise, mais pour d'autres, dans une situation difficile. Ouais. Difficile. Et ceux qui ont une situation particulièrement difficile, c'est aussi des chefs d'entreprise qui ont pour lesquels la crise elle est dure économiquement, mais elle est dure surtout moralement. C'est-à-dire, vous êtes fermé, vous ne pouvez pas travailler, vous êtes contraint, vous voyez le prêt, le PGE que vous avez contracté, vous vous dites à un moment, les reports de cotisation, il va falloir les rembourser, et comment je pourrais bien faire tout ça. Donc le moment du contrôle n'est pas encore là. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il se rapproche et que, on l'espère, si la reprise économique sera là, ces différentes mesures feront l'objet de mesures de contrôle pour massivement sur le deuxième semestre, premier semestre de l'année prochaine. Ce qu'on a fait par contre, c'est que pendant toute la période de confinement, nous n'avons pas arrêté de lutter contre la fraude. Là où on est sur vraiment la fraude au chômage partiel, la fraude à l'établissement, voilà. Ça, nous avons continué et nos inspecteurs, pour le coup, nos inspecteurs qui sont dédiés à la lutte contre la fraude, mais ont continué sur tout le premier semestre 2020 à faire leurs opérations de désinvestigation. Alors c'est très important ce qui est dit là, parce que c'est aussi pour ça que de temps en temps, il faut prendre le temps d'expliquer les choses. C'est qu'on est en train de parler d'argent public. Hein, tout simplement. On n'est pas en train de dire, tiens, vous devez ça, vous le donnez. C'est pas ça. C'est qu'effectivement, à un moment donné, si quelqu'un triche sciemment, eh bien, il triche par rapport à de l'argent public. Hein, c'est ça. L'idée, effectivement, hein, Benoît Boss l'a bien expliqué, l'idée, c'est de collecter l'argent pour le fonctionnement de la sécurité sociale. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout le tremblement. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Autant il a fallu souligner au début que les entreprises ont joué leur rôle citoyen. Absolument. Et le rôle citoyen, mais ça veut dire œuvrer pour la collectivité. Autant à un moment donné, c'est pour ça que je vous ai posé un peu la question. Oui, à un moment donné, des comptes devront être faits. Voilà, ils arriveront en temps utile. Juste avant de passer à la question d'après, je veux saluer Samia Rifo, hein, qui vous connaissez peut-être. Bien sûr, qui ne connaît pas Samia Rifo? Moi, je ne l'ai pas encore rencontrée, mais elle est là à toutes les émissions. Hein. Bon. Samia Rifo, bonsoir. Et oui, on va essayer de faire une bonne émission. C'est une chef d'entreprise engagée pour qui les valeurs sociales ont du sens. Écoutez, moi, il se dit dans Limoges qu'elle ne dort jamais. Elle gère les entreprises, elle est engagée à la mairie. Enfin,
Elle regarde les émissions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle doit avoir un don d'ubiquité. En tout cas, c'est quelqu'un, effectivement, de très proactif et on la remercie pour ça. On va passer à la deuxième étape. Hein, ce soir, c'est particulier. Hein, d'ailleurs, c'est le premier jour du déconfinement. Enfin, du déconfinement. C'est le premier jour où on réouvre les terrasses, etc. L'activité reprend un peu. Autant je pense qu'il n'a pas été simple de gérer l'à-coup, hein, la fermeture, et effectivement les questions que vous avez pu vous poser en termes de rentrée d'argent public pour alimenter la Sécu. Autant je me demande, moi, est-ce que c'est bien plus simple ce qui se profile parce que, comme je le disais tout à l'heure, il me semble que on va mettre un certain temps avant que le retentissement soit évacué, quoi. Hein. Et il me semble, sur plein de domaines, et c'est là d'ailleurs où je voulais vous emmener, on va parler du problème des cotisations, mais il y a ce côté encore humain, à mon avis, qui n'est pas digéré. Parce que, faut pas croire, c'est pas parce que ça réouvre demain que là, les entreprises, c'est la fête. Il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui vont mettre la clé sous la porte, je pense. Il y en a d'autres qui vont réduire la voilure, etc. Et tout ça va se mettre un peu dans le temps. Vous, l'URSSAF, vous avez quoi comme consigne ou vous avez quoi comme projet en termes de rapport à ces entreprises? Alors, ce qui se dégage, c'est une reprise, les économistes disent une reprise en K. Tout le monde voit bien la forme du K. D'accord, oui. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui repartent, et voire qui sont déjà repartis, très forts, avec un rythme, un soutien, et qui ont plutôt d'ailleurs aujourd'hui des problématiques de croissance. Oui, c'est vrai. Déjà, on commence à poser des questions d'emploi, de foncier, voilà. Tout à fait. Voilà. Et on a d'autres secteurs qui, elles, au contraire, n'ont pas repris du tout. Là, l'hôtel, café, restaurant ont repris très partiellement aujourd'hui. La culture, quand même, un secteur qui compte en Limousin de manière très forte et qui a très fortement été impacté. Et on sait bien que le monde de la culture, dans ses différentes composantes, l'économie de la culture, elle n'a pas encore repris et que ça reste encore très, très, très difficile. Donc, dire qu'est-ce que va être l'avenir, ça, c'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Ce qu'on peut se dire nationalement, c'est qu'on est le seul pays de la zone euro qui a une croissance du PIB positive sur le premier trimestre. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Je le voilà. dis, c'est le seul mot que je comprends. Donc ça veut dire que les différentes mesures, quel que soit ce qu'on pense voilà, les différentes mesures qui ont été prises, donc PGE, chômage partiel, fonds de solidarité, report et exonération de charges, ont permis de maintenir l'appareil productif et ont permis de préparer, de mettre les prémices de la relance, de la reprise. Et cette reprise, nationalement, elle est là. Après, ça c'est les chiffres France. Chaque chef d'entreprise, il le pense par rapport à lui, par rapport à son carnet, par rapport à ses soucis, à son carnet de commandes, à ses échéances, à la difficulté de rembaucher son salarié. Et ça, on comprend que ça va être très, 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 très dur. Alors, justement, ça va être dur. Là aussi, est-ce que ça veut dire qu'on va rester dans du... Alors, le mot est un peu extrême, mais du cas par cas? Est-ce qu'on va être dans une approche beaucoup plus individualisée? Peut-être que le cas par cas, est-ce que... parce que l'activité va reprendre, d'accord, mais on ne va pas rentrer dans les modes de calcul des charges de l'URSSAF, mais là, il va falloir se rapprocher du réel, parce que sinon, tout le monde va exploser en vol. Et puis, d'un autre côté, il n'est pas non plus, j'imagine, enfin c'est moi, vous me direz si j'ai tort, une fois qu'on a dit, ok, on comprend, on s'adapte, mais on ne peut pas dire, on efface l'ardoise à tous les voyages non plus. Non. Vous voyez, donc c'est le juste milieu, là, peut-être. Alors, voilà, on est en fait... Ce qu'on voit bien, c'est que le dispositif d'accompagnement a été très puissant, mais qu'il ne faut pas l'abandonner d'un seul coup. Il faut savoir l'arrêter à un moment donné. Il faut savoir l'arrêter, mais il faut le freiner. Voilà. Il faut freiner ce dispositif pour que progressivement, les choses reviennent à la normale.
dans ce frein, par exemple, les actions les plus coercitives, les moins faciles que font l'URSSAF, nous ne les avons pas reprises. C'est-à-dire, nous n'avons pas repris le recouvrement forcé et nous n'assignons pas. C'est-à-dire qu'on n'amène pas devant le tribunal de commerce d'entreprises qui, malgré tout, aujourd'hui, nous semblent être en état de cessation de paiement. On ne l'a pas repris. Mais mécaniquement, hein, ça n'a pas été fait depuis presque 1 an et demi. Quand ce flux va reprendre, eh bien, il y aura voilà. Mais ce sera un rattrapage mécanique. Il ne faut pas que ce rattrapage mécanique, ça soit démoralisant. Si vous ouvrez le populaire en voyant une pleine page d'assignation, ben vous vous dites c'est fichu. Et la confiance s'étiole. Donc il faut trouver le milieu, comment petit à petit revenir à la normale, tout en préservant la confiance. Alors, je reviens sur le rapport aux entreprises et l'accompagnement de cette reprise. On ne sait pas combien de temps ça va durer, bien sûr, il va y avoir des indicateurs, mais vous allez vous positionner comment, justement? Est-ce que on va adapter les prélèvements? Est-ce qu'on va adapter des échéanciers? Voilà, des choses comme ça. Alors, on a travaillé par grandes familles d'entreprises. Donc d'abord, pour les grandes entreprises, les entreprises, les grosses PME qui maillent le territoire, nous les avons, dans la majorité des cas, rencontrés, dès lors qu'elles présentaient un solde, dès lors qu'elles devaient des cotisations, et négocié avec elles un plan d'appurement. On a négocié en face à face avec les DAF, les dirigeants des grandes entreprises qui présentaient une dette sociale. Et donc on a adapté aussi ces délais à leur situation. Ce travail s'est aussi fait en partenariat, bien sûr, avec nos collègues fiscaux. Il y a une structure, j'en profite pour faire un peu de pub, mais il y a une structure qui est un peu particulière qui s'appelle la CCSF, la Commission des chefs de services financiers. C'est une structure où, lorsque vous avez à la fois une dette sociale et une dette fiscale, ben vous pouvez demander à saisir la CCSF pour pouvoir avoir un échéancier plus long qui regroupe à la fois les dettes fiscales et les dettes sociales. Donc, pour les grandes entreprises, ça a été ultra personnalisé. C'est-à-dire, voilà, on a été les voir tous individuellement. Pour les autres entreprises, les entreprises plus petites, eh bien, on a fait le choix de ne pas attendre la proposition de délai. D'accord. Ça aussi, c'est nouveau. Ouais. Donc, on leur a dit, voilà, automatiquement, l'URSSAF vous propose un échéancier. D'accord. Vous nous devez 30 000 €. Ouais. Nous vous proposons un échéancier. Vous avez 1 mois pour vous dire s'il vous convient ou s'il ne vous convient pas. Et puis, on lance après ce plan de règlement. Puis, il reste un secteur aujourd'hui pour les employeurs plus étroit, mais ce sont ceux qui ont été fermés administrativement, sur lesquels il y a encore plus de difficultés ou qui n'ont pas pu reprendre encore leur activité. Là, on est encore dans des mesures de soutien et d'accompagnement. La mesure de... Alors les entreprises, les grosses entreprises, la négociation avec les grosses entreprises, c'est peut-être, je dirais, un petit peu plus facile. Peut-être on imagine que les grosses entreprises ont plus d'outils pour avoir une visibilité, peut-être. Mais pour les entreprises à qui vous proposez directement un échéancier, ça a été bien reçu, ça, comme mesure ou... On a eu très peu de renégociations. C'est-à-dire que généralement, la proposition qui a été faite, généralement, elle a été acceptée. D'accord. Pour les grosses entreprises, non, ça peut être très compliqué aujourd'hui. Il y a des secteurs où il n'y a pas de visibilité. D'accord, ben vous voyez, j'avais une mauvaise vision de ça. L'aéronautique. Ouais. Que dire aujourd'hui quand vous perdez 30 à 40% de votre chiffre d'affaires, voilà, que tous les mois, votre résultat d'exploitation est très profondément dans le rouge. Et de dire quand est-ce que l'aéronautique repartira. Et il faut avoir foi, réinventer de nouveaux idées. Non, aujourd'hui, le dirigeant c'est un nouveau capitaine.
vous l'avez souligné, les services publics, on a été très fortement mobilisés sur 2020. Aujourd'hui, plus qu'hier encore, c'est le temps des chefs d'entreprise, c'est leur temps à eux. Des remises de dettes? Les remises de dettes, il va y en avoir ou pas? Il y aura des remises de dettes, ça aussi c'est nouveau. Voilà. Donc on pourra... Ça, c'est les plus importants, hein, les remises de dettes. Il y en aura. Il y a un dispositif en fait qui est mis en place. C'est ouvert pour les entreprises qui n'ont ni bénéficié des exonérations ni des mesures, qui ont négocié aussi un délai et qui présentent une baisse de chiffre d'affaires conséquente sur les mois sur les mois du confinement. Je reviens un tout petit peu là sur la notion de contact, hein, des agents de l'URSSAF avec les entreprises. Ce sont des contacts qui ont été faciles ou est-ce qu'ils ont pris toute la détresse des chefs d'entreprise, toute la détresse de leurs interlocuteurs quel retour vous avez? J'imagine qu'il y a eu de tout. Je ne peux pas dire que nous ayons toujours, en fait, que le fait d'avoir l'immédiateté de la réponse téléphonique, ce soit toujours le cas. On fait bien le maximum, mais c'est une chose. Notre directeur a souhaité le plus possible maintenir des accueils physiques, pour pouvoir aussi recevoir les personnes qui le souhaitaient. Et puis pour les plus petites, pour les structures intermédiaires, on a un dialogue aussi très constructif avec l'ordre et le réseau des experts comptables qui nous permet d'avoir un interlocuteur qui accompagne au quotidien l'entreprise. Aujourd'hui, alors on va finir sur les mesures avec les travailleurs indépendants. Hein, on l'a dit, ils ont été touchés. Il y a des mesures spécifiques pour les travailleurs indépendants qui vont être mises en place? Oui, il y a des mesures qui sont compliquées, qui sont assez complexes. Comment dire ça très simplement? Le travailleur indépendant, il cotise sur son bénéfice de l'année précédente. Oui. Donc on est sur du N-1. Et une fois, lorsqu'il y a la production de ses revenus de l'année passée, eh bien on régularise ce qu'il devait payer. Voilà, c'était... Ça, jusque-là, c'est facile. Simple, c'est un peu comme les impôts. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Voilà. Et donc là, au moment de la régularisation, on fera automatiquement application de mesures d'exonération pour les travailleurs indépendants. Et là, ça va créer une dette. Ils devront une somme. Et si cette somme est supérieure à 1 000 euros, automatiquement, on leur proposera un plan de règlement de 24 mois. D'accord. Donc c'est aussi pour leur redonner la trésorerie. Quand je reviens là-dessus parce que peut-être je n'ai pas bien compris et c'est compliqué quand même. Ah ben oui, bien sûr c'est compliqué. Mais il le dit bien, il le dit simplement. Non, c'est parce que je connais des travailleurs indépendants et je me dis, tous ne souhaitent pas, par exemple, de report ou parce que psychologiquement, quand ils ont l'argent, c'est payé, il n'y a plus besoin. Donc c'est des propositions que vous faites ou c'est des obligations? Pour les travailleurs indépendants, en 2020, comme nous avions suspendu les prélèvements, c'est vrai que celui qui est prélevé, on ne le prélevait plus, parce qu'on avait suspendu... Mais je vous rassure, Bruno, on n'a jamais refusé un chèque. Hein. Oui, mais après c'est pareil, c'est surtout l'histoire des comptables. Après, voilà, c'est juste... Bon, la bonne nouvelle, vous l'avez entendu, c'est que l'URSSAF ne refuse jamais un chèque. Voilà, on reste quand même tranquille. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Alors moi j'ai deux questions. Est-ce que l'URSSAF de demain sera la même que l'URSSAF d'hier après ce choc? Est-ce que alors dans beaucoup d'entreprises par exemple, on a vu qu'on était capable de travailler autrement, qu'on était capable de développer d'autres compétences, qu'il fallait qu'on ait une autre approche, une autre posture. Est-ce que déjà on en est là à se dire voilà, on a fait ça. Peut-être qu'effectivement, il faut qu'on investisse plus sur ce champ-là. Peut-être. Est-ce qu'on en est là ou c'est pas encore tout à fait fait? On est dans le feu de l'action Non, notre directeur, Jean-Yves Offray, porte justement cette logique pour dire réinventons notre manière de travailler. On a réussi à s'adapter rapidement, enfin en tout cas de se mettre à distance très, très rapidement. On voit aujourd'hui les intérêts du télétravail.
objectivement. On en voit aussi les Les limites. limites, et il faut y faire attention. Et il faut y faire attention Ouais, sur l'équipement, sur la transmission de connaissances bien sûr. et surtout sur la culture de l'entreprise. Comment aussi faire Continuer construire. à avoir une culture d'entreprise Voilà. sans être forcément présentiel, c'est Exactement. pas simple. Une question, alors là, qui m'intéresse aussi, c'est que dans toutes nos organisations, on a les histoires de RGPD et il y a des données qui sont extrêmement sensibles. Ça, c'est facile à mettre en place avec une structure comme l'URSSAF quand il y a le boulot à la maison. Alors oui, on a un système de sécurité. Enfin, vous, déjà, vous devez être ultra sécurisé. Alors j'imagine. on est très suivi par le RGPD, effectivement, parce qu'on manipule Ouais. on manipule beaucoup de données. On a mis en place plusieurs dispositifs importants et structurés. Euh, la, euh, je vais vous l'illustrer, parce que comme ça, ce sera plus facile. Bien sûr. En fait, les agents n'ont pas déporté leur poste. Ils ont pris un poste en rebond, c'est-à-dire que chez eux, ils se connectaient à distance sur le poste qui restait en centrale. D'accord. Donc en fait, jamais en fait la donnée n'a quitté La donnée le serveur. Oui, d'accord. D'accord. Ah ouais. Ah, mais c'est comme ça, si l'URSSAF, hein, c'est normal. Il faut protéger, Il faut ces protéger les parce données. qu'il y a énormément de choses en jeu. On va terminer tranquillement. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu de question. Alors, pour deux raisons. Pas eu de question pour deux raisons. La première raison, c'est que vous expliquez très bien. Moi, j'ai presque compris. Quentin, tu as presque compris comment fonctionnait l'URSSAF, donc c'est bon. Donc, non, mais c'est vrai, c'est pas forcément simple. Mais après, c'était les grandes idées qu'il fallait. Et puis, deuxièmement, je me disais quand même, eh oui, mais ce soir, Les gens c'est sont en jusqu'à terrasse. 21h. Eh oui. Eh oui, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va être rediffusé en replay. Donc s'il y a des gens qui me posent des questions, je vous les enverrai, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, parce que l'URSSAF est quand même un sacré baromètre de l'activité économique d'un territoire, aujourd'hui, quelle est la conjoncture, quelles sont les perspectives qu'on peut déjà entrevoir au travers de votre analyse? Euh, L'économie limougeaude, elle est assez. Alors le terme a été beaucoup galvaudé, mais il est vrai. Elle est assez résiliente. C'est-à-dire que il n'y a pas en Haute-Vienne d'annonces de catastrophes, de fermetures, de plans de licenciement massifs. Heureusement. Heureusement. Donc, mais euh, on sait que les entreprises se sont endettées. Mm. Elles se sont endettées, elles ont pris des prêts, elles ont pris des reports de cotisation, parfois des dettes des loyers, etc. Donc il faudra que dans les années à venir, non seulement elles retrouvent l'activité de 2019, mais il va falloir qu'elles trouvent une croissance supérieure pour pouvoir, lorsque ces dettes vont être appelées, pour pouvoir les rembourser. Voilà le gros défi, c'est-à-dire qu'il ne suffira pas de revenir à la normale, il va falloir faire mieux. Eh oui. Et cette dynamique de croissance, eh bien, elle ne transpire pas totalement sur le territoire. Sur le territoire. Sur le territoire. On attend. Alors, elle est portée fortement, et notamment par l'État, et tout particulièrement par la préfecture, et tout particulièrement la préfecture par le préfet lui-même, au travers de France Relance. France Relance, c'est le volet offensif. C'est ces fameux centaines de milliards qui sont mis sur la table pour pouvoir accompagner les entreprises qui vont proposer et trouver des idées et pour relancer les choses. Et c'est vrai qu'on attend, et ça fait public, on voit bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont annoncées. On voit bien que l'entreprise comme Catalan se lance dans un projet comme ça. Et ça, c'est vraiment la volonté, bien sûr, des chefs d'entreprise, mais aussi la volonté de l'État. Parce que dans cette histoire-là, je crois qu'il faut souligner le fait que le préfet s'est mouillé lui-même pour faire venir les investisseurs, pour remontrer ce qu'était Catalan, et pour leur dire il faut croire en Limoges. Ça, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est les décideurs. Le temps des décideurs est là. Et par territoire, eh bien, c'est assez différent. C'est assez différent. Nous, on est sur l'ensemble du Limousin. Saint-Junien. Saint-Junien est une terre en fait où on voit que les acteurs se mobilisent, se disent on doit y aller. Brive, sur une dynamique très forte. Et puis d'autres acteurs sont encore en fait
parfois la garde-chapelle que vous évoquez, elle n'est pas complètement tout à fait éteinte. Alors justement, j'allais revenir sur cette histoire de collaboration, c'est-à-dire qu'on voit bien, et ça c'est souligné par tout le monde vraiment de façon unanime, il y a eu une vraie unité d'action, une vraie collaboration entre les différents acteurs sur le territoire. La relance va passer par le maintien de ça. C'est-à-dire que vous évoquez le préfet, etc., mais on ne va pas pouvoir faire ça en ordre dispersé. C'est prévu ça, qu'il va y avoir une collaboration, un suivi rapproché entre l'URSSAF, la Directe, les services de l'État, etc., ou pas du tout? Alors, sous l'égide de l'État, il y a cette collaboration qui existe dans chaque département avec l'ensemble des services du travail, de l'URSSAF, effectivement, de la Banque de France, de la BPI, etc., etc. Donc voilà, toute cette partie-là. Mais c'est pas nous qui créons l'activité. Oui. Non, Et c'est vrai. voilà. Et on peut impulser, proposer, mais c'est pas nous non plus qui façonnons le territoire. À un moment, il y a aussi la place des élus. C'est clair. Qui doivent dire, comme un chef d'entreprise doit penser sa structure de demain, quelle doit être-elle? Vous l'avez dit, les choses sont transformées, mais quel doit être notre territoire? Qu'est-ce qu'on attend? Ça, c'est pas les services publics de l'État qui peuvent le définir. Il faut qu'il y ait cette volonté qui soit portée. Il faut avoir cette projection, cette vision. Bon, on le sait, à Limoges, on avait été marqué par ça. On avait eu Robert Savy et Longequeux qui avaient pensé, par exemple, Esther. Oui. Formidable réussite, Bien Esther. sûr. Voilà. Bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est cette époque, voilà l'époque où on en est. Bien sûr. Imaginons qu'on soit comme après un conflit. Et c'est maintenant qu'il faut penser le territoire que l'on veut, quelle haute vienne on veut pour demain. Aujourd'hui, alors on s'approche de la fin. Aujourd'hui, je suis une entreprise parce que il y a quelque chose de très paradoxal sur cette crise. C'est qu'à la fois les difficultés sont apparues pour les entreprises, mais si on cherche quelques choses à se raccrocher, moi je connais beaucoup de chefs d'entreprise, c'est que par rapport à d'habitude, on n'est pas les seuls. C'est tout le monde. Donc ça a un côté un peu rassurant. C'est-à-dire même les mesures, elles sont prises grosso modo pour essayer de penser à tout le monde. Plus on va s'éloigner, plus on va revenir sur je suis tout seul. Et les difficultés vont être les miennes. Vous voyez, et pas celles du collectif. Donc je suis une entreprise, je vais reprendre, je vais essayer, je vais tenter, je vais garder un certain nombre de difficultés. Qu'est-ce que je fais? Je vous appelle, enfin je veux dire, il faut que je reste proche de mon URSSAF parce que je peux encore discuter, parce que c'est pas tout à fait fini ou... Alors bien évidemment, il faut se manifester, exposer ses difficultés. Et aujourd'hui, cette proximité et ce lien entre tous les services publics continue. C'est-à-dire qu'accompagner une entreprise qui serait dans la difficulté, ou qui retrouverait une difficulté accrue, on a des leviers importants. Et il y en a de nouveaux qui arrivent, notamment les prêts participatifs. Je pense que vous convierez les personnes de la Banque de France ou de la BPI qui vous Eh bien voilà, une bonne idée. J'ai invité la Banque de France. J'ai invité le préfet. Je ne sais pas, je crois qu'il y a les histoires d'élections. Il ne peut pas, voilà, il peut pas. À quel moment, ouais. Pourtant, c'est un sacré acteur économique. Ah, mais je le connais. Enfin, je le connais, j'ai déjà eu. D'ailleurs, il est tellement bien, on ne dirait pas préfet. C'est qu'il est très proactif et il parle comme tout le monde. Donc, c'est plutôt bien. Donc, on le comprend bien quand il parle. On le salue. Je sais que la dernière fois, il avait regardé l'émission avec monsieur le maire. Bon. Donc, voilà, on le salue. Donc, ça, c'est. Voilà, je voulais qu'on finisse là-dessus, effectivement, qu'on finisse sur cette idée que. Oui, on repart, mais petit à petit, ça veut dire que si on repart, on revient dans la routine de son entreprise, dans les difficultés de son entreprise, mais on n'est pas tout seul et on peut
continuer à s'adresser à son URSSAF qui est là et qui est dans une période effectivement où elle doit individualiser les rapports plus que d'habitude, je dirais. Hein. Beaucoup plus que d'habitude. C'était pas le cas. C'est plus que d'habitude. Beaucoup plus que d'habitude. Parce que la situation. Donc, avant de se quitter, puisqu'on parle des salariés, puisqu'on parle de l'URSSAF et des salariés, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs sur une petite vidéo, c'est assez sympa. On a parlé un peu d'emploi avant de commencer l'émission. Moi, je veux savoir qui sont les salariés de l'URSSAF, c'est quoi les profils, quels sont les métiers de l'URSSAF et comment on fait s'il y a des gens, par exemple, qui veulent travailler à l'URSSAF, comment ils font pour postuler, voilà, tout simplement. Alors, qui sont les salariés de l'URSSAF? Déjà, vous avez quelle grande typologie de métiers? Alors, on a tous les métiers de l'accueil, de la relation cotisant, donc voilà, du téléphone. Ensuite, il y a toute la partie qui est sur la gestion du compte, c'est-à-dire que chaque cotisant a un numéro de compte et il faut s'assurer que ce compte vive normalement. Les changements d'immatriculation, de modification, les remboursements. C'est des administratifs? Ça, ce sont des administratifs. Pas des comptables? Non, ce sont des administratifs. Ce sont des administratifs. Il y a une séparation ordonnateur-comptable, ce sont des administratifs. Et puis, les incidences comptables sont vérifiées et exécutées par les services de l'agence comptable. Donc là, voilà, là on est sur le cœur de la production de l'URSSAF. Après, il y a des aspects plutôt qui sont juridiques. Hein, on est sur soit le contentieux, soit l'expertise juridique. Et puis, il y a les métiers du contrôle, les inspecteurs de lutte contre la fraude. Puis on a des métiers très spécifiques parce qu'on est aussi producteur de données. On a un service statistique qui est important parce qu'on suit en fait les données d'activité, les données de l'emploi. Voilà, on fournit les données à l'instar de l'INSEE. D'accord. Et donc c'est quoi? On peut commencer à postuler à l'URSSAF avec quoi? Un bac plus 2, un bac plus 3? Est-ce qu'on passe des concours? Alors ça dépend du niveau du poste que l'on veut. Aujourd'hui, par exemple, les postes d'inspecteurs sont soumis à concours. D'accord. Voilà. Mais pour les autres postes, il n'y a pas de concours. Et avec quoi on postule? On postule avec de la volonté. Oui, ça on est d'accord. Ça on est d'accord. Entre de la volonté de bien faire, de s'investir, de travailler. Et puis comme tous les services publics aujourd'hui, moi je crois qu'on peut faire carrière en rentrant sur un poste d'exécution. Et puis progressivement, en passant les examens professionnels, parce qu'évidemment nous avons tout un gros dispositif de formation professionnelle, qui fait qu'on peut... Formation continue, la formation en cours d'emploi qui permet... Et qui permet de progresser et de s'épanouir d'une part, et puis aussi, si on le souhaite, de faire carrière. Les offres, on les trouve sur la Sécu Recrute? Eh bien, elles sont souvent là? Elles sont tout le temps sur la Sécu Recrute. La Sécu Recrute, le site internet, vous cherchez la Sécu Recrute et vous retrouverez les offres de l'URSSAF, les offres de la CPAM, les offres de la CAF, l'UGCAM, enfin voilà. Absolument. La Sécu Recrute, il y a des pépites. Et puis aussi, emploi-nouvelle-aquitaine.fr. C'est le meilleur site, cherchez pas, c'est le meilleur site, avec Pôle emploi bien sûr, de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on va se quitter sur ça. Juste la question traditionnelle, hein, et vous la connaissez pas forcément puisqu'elle n'existait pas sur les émissions que vous avez regardées. Si demain et puis je sais pas moi, votre famille, vos collègues, mais là je parle pas de boulot, hein, je parle de Benoît Bost, l'individu. Si on devait retenir quelque chose de vous, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de Benoît Bost? Ça fait mal. Ça fait mal comme question. C'est un drôle d'épitaphe là. Mais vous n'êtes pas mort. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser Je comme me méfie image en sortant, il y a quelqu'un qui m'attend. Non, pas du tout. Juste, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous?
Je suis papa, j'aimerais simplement que mes enfants m'aiment et mon épouse également. Je crois que ça, la famille, ça restera ce qui est le plus important, bien évidemment. Voilà, ben voilà. Ouais, ça les gêne toujours un peu ce genre de questions, mais ça fait rien, il faut y répondre quand même, c'est très bien. C'est très bien. Bon, et ben écoutez, Benoît Boss, merci beaucoup. Merci à vous. C'était extrêmement enrichissant. Pour les personnes qui n'ont pas pu le voir, vous direz, ça va être rediffusé à partir de ce soir ou de demain matin. On n'oublie pas, s'il y a des soucis, on téléphone à l'URSSAF. Je mettrai les coordonnées de l'URSSAF sur l'émission. Merci Samia Rifo, merci Frédéric. Frédéric, il doit être de la maison, hein, en tout cas du service public. Frédéric Moret-Guibard, merci à tous les autres, à Walter qui ont suivi. Et puis, merci Quentin, merci d'être venu nous rejoindre là. J'espère que tu auras vu des choses qui t'ont intéressé. Et puis merci à ta maman de t'avoir orienté vers moi. Écoutez, je vous donne rendez-vous, mais moi, c'est pas tard. Hein. Demain, même heure. Alors, je sais bien, hein, le déconfinement, c'est plus que 21h. Mais moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. On va parler des travaux publics. Là aussi, avec le président de la Fédération des travaux publics de la Haute-Vienne, qui va nous dire où on en est aujourd'hui. Hein. C'est un acteur essentiel de l'économie. Voilà, ben écoutez, vous pouvez, je sais pas, aller faire un barbecue, faire ce que vous voulez. Attention, il faut rentrer chez vous à 21h. Merci beaucoup. Merci.